Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Kamara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG en ce mercredi matin, 1h30, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but de cette émission, vous nous écoutez partout en Guinée, merci de votre fidélité. Au ministre des GG, on s'intéresse à l'actu évidemment, en prélude à l'ouverture de la campagne électorale dans le cadre de la... En prélude à l'ouverture de la campagne électorale dans le cadre de la présidentielle du 11 octobre prochain, la HAC, la Haute Autorité de la Communication, prend des actes non seulement pour permettre un accès équitable de tous les compétiteurs, aussi bien aux médias publics que privés, mais aussi permettre une confrontation des projets de société. Elle a aussi procédé hier au tirage de sort pour établir donc l'ordre de passage des candidats au journal de campagne. Mais quelles sont les dispositions prises par la HAC pour garantir une communication équitable et responsable tout au long de la campagne électorale? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Joachim Baba Milimono, rapporteur donc du côté de la HAC, qui va intervenir ce matin chez les GG. Un pôle d'experts guinéens et étrangers déployé depuis hier au site central de la CENI à l'effet de travailler à l'audit et à l'épuration du fichier électoral. Au même moment, la mouvance présidentielle rue dans les brancards pour contester la désignation d'une commissaire à la CENI par l'opposition. Eh bien, alors que rien ne profite au sujet de la récomposition des conseillers communaux, eh bien, à J-31, la Guinée pourrait-elle espérer réunir toutes les conditions pour la tenue d'un scrutin transparent et crédible? C'est la question posée par Aboubacar Diallo, honorable Amadou Damaro Camara, député, président du groupe parlementaire du RPG Arc-en-Ciel. Il va intervenir chez nous, chez les GG. À Fria, les travailleurs de la société de gardiennage SMUG se plaignent de conditions de travail extrêmement difficiles. Pour protéger leurs droits, ils ont entrepris récemment de mettre en place une section syndicale, une démarche à laquelle s'oppose la direction générale de ces sociétés. Quels sont les griefs? On essaie de comprendre ce matin avec M. Diallo Boubacar Oumou, secrétaire général de la section syndicale d'ESMUG. Encore une fois, bienvenue chez les GG. Moussa Moïsila, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Madame Yoruba. Bonjour, Lamine. Bonjour à Aboubacar Diallo. Bonjour, Lamine. Bonjour à tous. Voilà, allez, on s'intéresse à l'actualité évidemment dans cette émission. Et vous nous apprenez ce matin, épidémie Ebola, un seul cas confirmé d'Ebola en Guinée, risque de poliomyélite dans le pays et au Mali. Oui, il faut dire que si à date on peut se féliciter du recul net de l'épidémie d'Ebola, ouais. Il faut rappeler d'un mot que la Guinée est à un seul cas confirmé à la date du 7 septembre. Donc il y a 2 jours, selon donc les stats que nous avons reçus de l'OMS Guinée. Donc la Guinée en est à un seul cas confirmé et 2 cas suspects, tous à Conakry, donc au centre de traitement Ebola du côté de Nongo. Donc si on peut se féliciter de ce recul net, parce qu'aujourd'hui, la Guinée est même dans une situation meilleure que la Sierra Leone. On apprenait entre hier et aujourd'hui que 3 nouveaux cas confirmés d'Ebola ont été découverts dans un village du côté de la Sierra Leone, ce qui porte le nombre de cas en Sierra Leone à 5. Donc oui. La Guinée est dans une meilleure position aujourd'hui que la Sierra Leone. Vous savez que du côté de Libéria, c'est totalement fini. Il y a même pour la première fois depuis près de 2 ans une rentrée scolaire sans Ebola dans ce pays-là. On a vu le gouvernement qui a félicité l'UNICEF. Absolument. Voilà, absolument. Mais la question aujourd'hui, si on est en train d'en finir avec Ebola, c'est vrai qu'il faut insister pour dire qu'on ne doit pas du tout baisser la garde, on ne doit pas baisser pavillon, il faut maintenir la cadence donc, des efforts et des sacrifices qui sont en train d'être faits sur le terrain. Ouais. Mais il y a des risques parce qu'au même moment, on nous apprend qu'entre-temps, le paludisme a tué plus qu'Ebola. Nous allons avoir les chiffres que nous allons présenter dans cette émission. Et cela est en train de démontrer que on s'est plus occupé d'Ebola que d'autres maladies. Ce qui m'amène à parler de la poliomyélite. La poliomyélite, vous savez que ça paralyse un peu les membres inférieurs des enfants. Et il arrive que un cas de poliomyélite a été détecté du côté de la République serbe du Mali. Et ce cas est venu de la Guinée, plus précisément de Sigiri, à Sigiri Centre même. Ouais. Il s'agit d'un enfant de 19 mois, un certain Kamisoko,
qui a été amené dans un centre de traitement au niveau du Mali, donc pour recevoir les soins. Au tout début, il a été constaté que l'enfant souffrait de paralysie au niveau d'un de ses membres inférieurs, du côté de Sigri. Dans un premier temps, ses parents ont fait recours à la médecine, à l'indigénat, et ils ont été voir un des frères de sa maman qui donc a utilisé des décoctions. Et par la suite, ils ont constaté que cela ne produisait pas l'effet escompté. Finalement, ils ont décidé d'envoyer le jeune garçon du côté du Mali. Il a été reçu à l'hôpital Point G à Bamako et admis au centre de kinésithérapie. Donc à ce niveau-là, il y a un centre de rééducation fonctionnelle. Chez nous, oui, mais c'est important. Je retrace un peu. Il a été reçu au centre de rééducation fonctionnelle et de psychomotrice appelé Sundiata au niveau de l'hôpital Point G à Bamako. Et après les résultats, il a été constaté que c'est un cas de poliomyélite. Vous savez que la Guinée avait été houspillée et pariarisée, passez-moi l'expression. Quand ce jeune étudiant est allé du côté du Sénégal, il a été détecté donc porteur du virus Ebola, ce qui a conduit à une brouille, à une dégradation des relations entre la Guinée et le Sénégal. Et cela est en train d'arriver avec le Mali même qui a pris des dispositions pour lancer à partir de ce mercredi une campagne de vaccination de tous les enfants de 0 à 59 mois. Il a été constaté par l'OMS que la Guinée et le Mali ont un faible taux de vaccination, en tout cas des enfants contre la poliomyélite. Je suis d'accord que l'épidémie d'Ebola devait préoccuper et occuper tous les esprits, mais à mon avis, cela ne devrait pas amener les autorités sanitaires à reléguer les autres épidémies possibles donc au second plan. Donc, il est important de rappeler à nos autorités que c'est important d'insister sur la question de l'épidémie d'Ebola, mais il ne faut pas oublier les autres épidémies. Et aujourd'hui, on est en train de contaminer le Mali avec la polio. Allez-y, Madame Yoro. Écoutez, on sait qu'à un moment donné, avec la méningite du côté de la Haute-Guinée, on l'avait dit, on avait prévenu que c'est vrai que Ebola est là, mais qu'il ne fallait pas que Ebola ravisse la vedette aux autres maladies, parce que ça pouvait aggraver la situation des cas de maladies dans le pays. Par exemple, ce qui vient d'arriver, si on oublie les autres maladies, sachant bien que c'est vrai qu'on a des difficultés avec Ebola, mais il faut reconnaître que beaucoup d'efforts ont finalement été consentis avec un seul cas. J'espère qu'on pourra maintenir cette allure pour finalement pour en terminer avec le virus, parce que vous le savez, l'année dernière, l'année scolaire écoulée, il n'y avait pas beaucoup d'espoir. Beaucoup ont pensé qu'on allait faire une année blanche, mais je pense qu'il faut féliciter les autorités dans ce sens. Avec le courage, on a pu faire une année scolaire sécurisée. L'année scolaire s'est bien terminée finalement, sans Ebola. Il faut féliciter cela. Mais vous avez parlé du communiqué félicitant l'UNICEF avec tous les efforts qui ont été faits. Mais je pense qu'il faut... L'alerte doit être à tous les niveaux, pas simplement d'un seul côté. On se tourne uniquement du côté d'Ebola. Pendant ce temps, il y a des personnes qui meurent de paludisme, qui meurent de méningite, qui meurent de poliomyélite. Je pense qu'il y a beaucoup de maladies. Il faut prendre des dispositions pour ne pas que les résultats obtenus soient disproportionnés, qu'on balance d'un côté et d'un autre. On finit avec Ebola. Pendant ce temps, il y a d'autres maladies qui pèsent dans la balance. Je pense qu'il faut être alerte à tous les niveaux. Mais justement, parce que à vous écouter, c'est comme s'il n'y avait pas de prévision en fait dans ce sens-là. On sait très bien, avant peut-être chaque saison, essayer de communiquer un petit peu dessus, à savoir les mesures à prendre. Ça, c'est super important, Moussa Moïsila. Oui, c'est vrai qu'il fallait en finir très vite avec l'ennemi principal, Ebola, dont le taux de mortalité est très élevé, le taux de létalité est très élevé. Mais il ne fallait pas oublier que la Guinée aussi connaît régulièrement, parce que c'est de façon régulière que ça vient, des cas de méningite par exemple, et aussi par rapport au cas de paludisme, c'est une maladie avec laquelle tout le monde vit en Guinée. C'est rare de faire un petit test sans qu'on dise que vous avez un début de palu dans notre pays. Donc on aurait pu mettre tous les bataillons au front de lutte contre Ebola. Le principal était aussi de mettre de petits services qui allaient fonctionner parallèlement pour lutter contre les autres maladies. Il y a un service qui s'occupe des maladies infectieuses du côté du côté du ministère de la Santé. Je pense que le personnel aurait pu être subdivisé ainsi pour que à chaque niveau le travail soit fait. Moussa Moïse, ce que vous oubliez, c'est que ce service n'existe plus à la fin du compte. Si ce service existe, parce que la lutte
c'est concentré sur Ebola. Ce service existe. Chaque année, moi, on avait quand même, on assistait quand même chaque année. Je parle un peu dans ce sens. On assistait chaque année quand même à la distribution de moustiquaires imprégnés. Même si on oublie que Ebola fait partie de ces maladies. Voilà, il y avait cette campagne qui était faite dans les foyers, au niveau des ménages, on distribuait des moustiquaires imprégnés, mais aussi on faisait de la sensibilisation pour lutter contre les ordures, contre les eaux polluées, tout ce qui peut amener les moustiques dans les familles. Cette année, il n'y a pas eu, en tout cas, j'ai pas eu vent d'une campagne assez forte comme les années précédentes. Mais en même temps aussi, par rapport à la polio, je pense que il y a quand même une vaccination qui était faite. Chaque année, le gouvernement, avec l'aide des partenaires, essayait d'aller sur le terrain pour vacciner des enfants. Cette année, j'ai pas vu une campagne aussi forte également. Effectivement. Autre chose que j'aimerais signaler, c'est que le chiffre qu'on connaît aujourd'hui sur les cas réels d'Ebola, on félicite le gouvernement, on félicite la coordination, on félicite surtout les vrais soldats qui se composés de ces agents de santé, de ces volontaires de la Croix-Rouge qui sont véritablement au front. C'est eux qui ont la main à la pâte. Donc il faut vraiment les saluer, il faut les féliciter et demander à ce que le gouvernement n'oublie pas surtout les familles qui ont été décimées par Ebola. Il y a un reporter que nous avons envoyé récemment du côté de Farana pour aller rencontrer les enfants qui ont perdu tous leurs parents, qui sont seuls, qui n'ont plus de chance pour aller à l'école. Ce sont les oubliés, les orphelins d'Ebola. On a fait passer le reportage, c'est assez triste. Ces enfants qui étaient considérés comme véritablement des parias au sein de la société et qui n'ont même plus de chance pour aller à l'école. Le gouvernement, dans son plan d'action post-Ebola, ne doit pas oublier ces enfants parce qu'ils n'ont pas décidé que leurs parents soient atteints d'Ebola. Ils sont morts, ils n'ont pas de soutien, mais au moins que le minimum leur soit assuré. Ouais, c'est bien cela, Abaka Diallo. On va continuer là-dessus. Et cette décision de la HAC, évidemment, parce que c'est important de revenir là-dessus. On dit que c'est une nouveauté. En même temps, il y a des risques. Il faut tirer la sonnette d'alarme, Abaka Diallo. C'est très important parce que, oui, on dit, on veut que tous les partis politiques, en ce qui concerne ceux qui sont partants pour cette élection présidentielle, puissent accéder aux médias. Mais en même temps, il y a des risques parce qu'au niveau de l'Urtelgui, je sais qu'il y a des grincements dedans parce que ce qui va se passer, c'est très grave. Eh bien, on ne sait pas trop pour l'instant. Écoutez, je sais de quoi non, je mais donnez-nous le scoop par rapport à l'Urtelgui. Vous êtes dans les secrets de Dieu. Dites-nous qu'est-ce qui se trame du côté de l'Urtelgui. Je ne peux pas comprendre qu'on se dit aujourd'hui, oui, on va réquisitionner les radios ou je ne sais quoi exactement à dire. On n'a pas droit, par exemple, à avoir des émissions spéciales ou je ne sais quoi exactement. Si quelque part, on se laisse faire, si on peut se permettre de dire comme ça, c'est très très grave. Mais si tout va bien dans cette émission, on va voir Joachim Baba Milimono, qui est le rapporteur donc de la HAC, la haute autorité de la communication. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que la haute autorité de la communication, je pense que vous avez reçu le communiqué avec tout un chapelet d'articles. La haute autorité de la communication a décidé de la création de 2 émissions spéciales. Vous savez que la campagne pourrait s'ouvrir demain à minuit, donc pourrait s'ouvrir donc vendredi plutôt. En prélude à l'ouverture de cette campagne, la HAC a pris le devant pour créer 2 émissions spéciales. L'une s'appelant Le temps de convaincre, qui est d'une durée de 7 minutes pour chaque candidat, et l'autre c'est le programme croisé. Donc on peut bien comprendre que c'est une confrontation des idées, des projets de société. Mais il faut dire, selon ce que moi j'ai lu, c'est que et ce sont des émissions auxquelles des médias privés pourraient souscrire. Je pense que librement. Et à mon avis, il ne s'agit pas... Parce que moi, ce qui m'a étonné un petit peu, on nous a envoyé des papiers à dire s'engager. S'engager pourquoi? J'en sais rien du tout. Franchement, non, mais libre à vous, si j'ai bien compris, libre à vous de vous engager ou pas. Parce qu'il est indiqué que... Il est indiqué clairement que ces émissions spéciales seront sur un réseau synchronisé de la RTG, de la radio rurale et des radios privées, des radios et télévisions privées qui auront souscrit au programme de la HAC. Je ne pense pas qu'on puisse comprendre. Exactement, parce que touchons la plaie, c'est très important. Ce qui va se passer si cette émission, exactement. C'est produit à la RTG Colomba. Absolument. Le producteur, c'est qui exactement? Le producteur de l'émission. C'est pas la HAC. C'est la HAC. Ben non, alors là, pas du tout. Il y a une ONG qui est derrière cette émission. Ben justement. Eh bien. Voilà, parlons-en. C'est très important parce que à se dire oui, mais c'est bien. La HAC a tout le droit de réquisitionner les radios ou les télévisions privées. C'est bien écrit dans les cahiers de charges. Je n'en disconviens pas, mais si
quelque part il y a des non-dits, il faut qu'on le dise, c'est très important parce que il y a un moment, ça commence à bien faire. Est-ce qu'il y a un appel d'offres? Je vais dire de manière transparente parce que après, à dire oui, on vous réquisitionne, vous allez diffuser telle émission sans connaître les contours, je pense qu'il y a un gros souci. Il y a un gros souci. Voilà. De toute façon, comme on aura Joachim et qu'il n'a pas sa langue dans sa poche, peut-être que on va essayer d'entrer en profondeur pour essayer de comprendre exactement ce qui se passerait de ce côté-là. Absolument, pourquoi pas. Ouais. Voilà. Allez, on va commencer par le RPG Arc-en-Ciel. Absolument. On va l'appeler dans oui, absolument. Damaro, on va avoir son point de vue sur l'actualité politique. Ce qui est important de dire, c'est que depuis 2 jours, des experts désignés par l'opposition et la mouvance présidentielle et des experts et un collège d'experts donc désignés par la communauté internationale sont en train de travailler sur le système central de la CENI sur l'audit et l'épuration du fichier électoral. Vous savez que c'est le nœud gordien. Au-delà de la question de la recomposition des délégations spéciales, c'est la question centrale au cœur de cette crise politique, au cœur de la la question de la mise en œuvre de l'accord politique du 20 août. Alors, est-ce que à date, nous sommes à J-31, il y a cette question du fichier électoral, il y a la question de la recomposition des conseils communaux. À date, rien ne profile à l'horizon en ce qui concerne cette recomposition des conseils communaux. Vous savez aussi que la mouvance présidentielle a pris la décision, donc l'initiative de récuser Dame Ramatoulaye Ba. Est-ce qu'aujourd'hui, la mouvance présidentielle pense que la Guinée est à même de réunir toutes les conditions pour aller à un scrutin équitable et transparent le 11 octobre? Voilà, nous avons en direct chez les GG honorable Amadou Damaro Camara. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Damaro Camara. Bonjour, Guirassy, comment allez-vous? Ça va très bien, Dieu merci. Bienvenue chez les GG. On s'intéresse à vous ce matin, honorable. Honorable 11 octobre 2015 approche donc à grands pas. À date, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les points essentiels de l'accord global politique qui ont été appliqués? Bon, écoutez, il n'y avait que 3 points. Il y avait la désignation des 2 commissaires manquants à la CENI. Il y avait la constitution du comité technique pour assainir le fichier et ils sont en train de travailler. Les 2 commissaires ont été désignés, même si sur un cas on a quelques inquiétudes. Et il reste la recomposition des communes. Il y a 90 communes rurales. On n'a aucun problème sur 70 et nous sommes en train de nous revoir sur les 20 qui restent. Ouais. Sur les 38 communes urbaines, on a planché sur 28, il reste une dizaine et je crois qu'il y a des propositions concrètes de part et d'autre. Nous devons pouvoir nous retrouver demain pour lancer. Alors, honorable Damaro, justement par rapport à cette recomposition, nous apprenons que les résultats des législatives sur la base desquelles il faut faire cette recomposition n'ont pas été retrouvés. Comment cela va se faire finalement? Et comment se fait-il qu'on n'ait pas ces résultats? Les élections se sont faites en 2013 seulement. Non, ce n'est pas parce que ça a duré qu'il n'y a pas les résultats. Il est difficile de prendre stricto sensu les résultats des élections législatives qui se passent sur la base des circonscriptions électorales, c'est-à-dire que les PV sont individuellement apportés au CACV, au centre de centralisation directement. Il n'y a pas eu de centralisation au niveau des communes. Des chiffres existent, mais ce ne sont pas des chiffres certifiés par la Cour suprême, parce que ce n'était pas la base. Donc les chiffres n'ont pas de base légale, mais il y a des tendances. Il n'y a pas de miracle. Nous savons où est-ce que l'opposition est forte, là où la mouvance est forte. Bon, mais selon ces tendances. Mais ceci dit, je crois que l'esprit de cette recomposition était que tout le monde soit partout pour que les structures de l'administration du territoire qui ont été accusées d'être plutôt enclins à aider le pouvoir. Quand je prends par exemple Sigri, qu'il y a 11
qu'on appelle conseillers et qu'il y ait 6 de la mouvance et 5 de l'opposition, ou qu'à l'AB, il y ait 6 de l'opposition et qu'on appelle 6 de l'opposition et 5 de la mouvance, cela nous permet d'empêcher si ces structures devraient aider un camp ou un autre. Cette recomposition, ce n'est pas pour gérer des communes, c'est pour surveiller la transparence des élections du 11 octobre. C'est ça l'esprit. Alors ça veut dire que ces conseillers communaux qui vont être désignés ne vont pas venir statuer au sein de l'administration communale dans les différentes communes. Franchement, ce n'est pas ça le but, parce que c'est un accord politique. Il est difficile d'avoir juste une lecture juridique d'un accord politique. Un accord politique veut dire un arrangement. Et le MATADD nous avait fait absolument une proposition pour dire, écoutez, que tout le monde soit partout, pour que les élections soient surveillées. On a l'impression qu'il s'agit d'observateurs indépendants, mais aussi d'administration parallèle. Absolument. Parce que le problème est parti du fait que ces délégations étaient aussi illégales. Leur mandat avait déjà pris fin. Donc l'opposition est partie de ce postulat. Non. Là, vous nous ramenez en arrière. Là. On n'est plus là. On était pour les élections. S'il n'y a pas eu d'élection, l'accusation principale était que les présidents de CRD et autres devraient aider, entre guillemets, la mouvance à organiser même des fraudes. Alors, nous avons proposé, dans l'accord, l'esprit de l'accord, ok, si telles sont les suspicions, que tout le monde soit partout pour se neutraliser mutuellement, pour ne pas que ces structures jouent aucun rôle. Non, mais honorable, moi j'ai du mal à lire entre les lignes de votre communication. Dans l'accord politique du 20 août, il est question de recomposition des conseils communaux. On parle de recomposition et vous semblez nous parler de structures parallèles, d'observateurs indépendants. Éclairez-nous, honorable. Non. Personne. D'abord, je n'ai même pas utilisé le mot parallèle. Oui. Je dis les communes, l'administration communale a été accusée d'aider parce que, on a accusé que toutes ces structures-là sont d'obédience RPG. Vous l'avez entendu N fois. Maintenant, l'esprit de l'accord est que, d'accord, que tout le monde, nous recomposons pour que tout le monde soit dans ces structures. Qu'il ne soit pas affilié seulement au RPG, si tel était le cas, pour que les élections se passent dans la transparence. C'était ça l'esprit, ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui signifie que ces délégations comme telles vont être touchées dans leur composition. Absolument. Normalement, oui. Ok, voilà, là on se comprend. Et au sujet donc du fichier électoral d'Amaro? Oui, le fichier électoral, on a proposé 3 filtres. On a dit premièrement qu'il y ait des commissions paritaires, mouvance, opposition et CENI fassent les affichages des listes électorales. Et qu'à cette première étape, quand on constate les photos d'enfants, on les mette déjà dans le contentieux. Deuxième filtre, la répartition des cartes d'électeurs. Que des commissions composites, mouvance, opposition et CENI distribuent les cartes d'électeurs à la place des chefs de quartier et qu'on ne remette pas des cartes aux enfants. Et qu'on mette ça dans le contentieux. Même si c'est une réalité. Même si c'est une réalité. Non, mais écoutez, quand on dénonce, si c'est pas normal, mais c'est déjà empêcher ces enfants de voter. Ah ben voilà, ok. Et là, on le fait ensemble. D'accord. Et troisième filtre, il y a 2 experts informaticiens de la mouvance, 2 experts informaticiens de l'opposition, 2 experts informaticiens de la communauté internationale qui sont en train maintenant là de travailler
pour compulser le fichier et l'assainir et le certifier. C'est un fichier de 5 millions, ce n'est pas de la mer à boire, c'est pas comme au Nigeria où on a plus de 100 millions de votants, c'est 5 millions. Et ce travail prendra combien de temps? Ça, je ne sais pas, mais ils sont là-dessus. Normalement, ça ne doit pas prendre plus de 4 jours, ça. Plus de 4 jours parce que certaines langues commencent déjà à parler de la probabilité d'un report de la date du scrutin. Non, ça c'est de la surenchère, ça. Il n'y aura pas de report. Hein. Bien. Bien. Vous avez parlé tantôt de l'affichage des listes. Est-ce que cette opération a déjà commencé? Et quand vous avez parlé aussi de la distribution des cartes d'électeurs, on a ouï dire que le président de la CENI avait des velléités à les produire dès ce samedi, ce vendredi plutôt, en tout cas d'imprimer les cartes d'électeurs. Est-ce que tout cela contribuerait à favoriser, en tout cas, à donner des garanties à l'opposition pour aller à ce scrutin? Moi, je vous recommande de diffuser des informations par les rumeurs. On ne peut pas être en train de travailler sur le fichier et au même moment, on publie une liste où on distribue des cartes d'électeurs. J'entends ça aussi, mais vous savez, pour animer la galerie, il y a beaucoup de candidats. Hein. Ce que je sais, c'est qu'il y a un travail sur le fichier pour son assainissement. Après, le processus d'affichage et de distribution, d'impression et de distribution de cartes d'électeurs suivra. Honorable, alors, est-ce que vous estimez, première question, vous estimez que tout ce travail, parce que à vous entendre, tout est rose, tout est facile, on va bientôt finir et imprimer les cartes d'électeurs, est-ce que vous estimez que tout cela va finir à temps? Mais l'autre question que je voudrais vous poser, la deuxième, c'est en tout cas ce problème qui s'est créé autour de cette dame Ramatoulaye. On a l'impression de comprendre que toute la mouvance a une dent contre cette dame, personne n'a confiance en elle. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi vous lui en voulez? Pourquoi vous lui diabolisez? Premièrement, voilà, votre première question, c'est que tout cela doit pouvoir être fait à temps. Je ne suis pas la CENI, je ne suis pas un spécialiste des problèmes électoraux, mais en termes de timing, on est encore dans le temps. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour cette dame, nous l'avons connue au gouvernement. Et je crois même que dans vos studios, pour la première fois, il y a eu un secrétaire ou des secrétaires généraux qui se sont publiquement opposés à la méthode de travail de leur ministre jusqu'à venir dans des studios. C'est nous qui avions cédé dans un esprit d'apaisement des postes qui nous revenaient à l'opposition pour un problème de représentativité dont ils ont dénoncé tant. Mais la CENI est un travail d'arbitre. C'est ça l'essence. Cette dame a des états d'âme qui nous inquiètent. C'est un problème d'inquiétude tout simplement. Il ne nous revient pas peut-être d'apprécier le choix de l'opposition, mais nous sommes inquiets à cause, excusez-moi de personnaliser, mais la personnalité de cette dame à être au minimum impartiale, c'est ça notre inquiétude que nous avons exprimée. C'est tout. Ouais. Donc, il n'y a pas d'autre... Mais quand même, c'est pas parce que vous offrez de façon gratuite, entre guillemets, des places à l'opposition que vous allez imposer à cette opposition les critères de choix. Au nom de la quiétude de la stabilité sociale, vous ne pouvez pas imposer à cette opposition les critères de choix de leur commissaire. Il y a eu deux dames. Il y a Mme Sarah Kandé, je crois, de l'UFR. Non, pas eu de problème. Nous nous sommes inquiétés parce que nous avons vu cette dame à l'œuvre ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire, c'est tout. Amadou Damaro, vous êtes une grande gueule, on le sait très bien, touchant la plaie, c'est important. Quand vous dites que vous l'avez vu ailleurs, ça veut dire quoi exactement? C'est facile de stigmatiser comme ça. Donnez-lui des preuves. Au gouvernement, elle a donc eu le temps de bien connaître. Au gouvernement, on a vu comment elle a travaillé avec son personnel. En clair. Justement, c'est trop facile. Il y a eu de la à travailler avec elle.
Selon certaines informations que nous avons eues, cette dame n'a pas pu se faire comprendre parce qu'elle est intransigeante sur certaines questions. Et vous savez, en Guinée, si vous n'acceptez pas des dessous de table, c'est parfois difficile. Est-ce que c'est pas à cause de son intransigeance, justement, que vous la craignez, de sa rigueur? Ben, si elle est intransigeante, si elle a vraiment une probité morale comme vous la décrivez, ben, félicitations. C'est selon des informations. Apparemment, vous la diabolisez parce que vous avez peur d'elle. Honorable, disons la vérité. Elle vous connaît assez, elle connaît le système peut-être RPG. Mais vous savez... Vous savez... Mais Damaro, si elle maîtrise les rouages du système RPG... C'est un peu l'atmosphère de travail que ça peut créer. Vous savez, quand on a des... Nous n'avons rien contre son état d'esprit, hein, comme la dame l'écrivait. Si elle est intransigeante, si elle a une probité morale et intellectuelle, ça c'est son état d'esprit. Nous saluons ça. Ouais. Mais nous sommes inquiets de son état d'âme. Ouais. Et quand on a un état d'âme, c'est trop subjectif. On voit du blanc, on voit du noir. Non, mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que on a dépassé. Il y a eu un accord qui a été signé le 20 août. Nous sommes à la phase de l'application. Il revient à l'opposition de choisir quelqu'un qui doit la représenter au sein de la CENI. Est-ce que vous ne pensez pas que vous en faites trop? Parce que selon les juristes, vous n'avez pas le droit de dire à l'opposition, d'imposer un choix à l'opposition. L'opposition a toute sa liberté, a toute la latitude de choisir la personne qui lui sied pour la représenter au sein de cette CENI. Je ne sais pas où étaient les juristes quand l'opposition demande souvent au président de la République de changer de ministre. Quand sa gueule ne leur plaît pas. Là, il s'agit d'un accord, de l'application d'un accord. De changer le ministre. Le ministre tel doit démissionner. Est-ce que l'opposition a des ordres à donner au président de la République? Elle n'en fait pas une exigence. Nous, on n'a pas demandé à ce qu'elle quitte, mais nous avons exprimé une inquiétude sur sa façon de travailler, sur l'état d'âme viscéral qu'elle a. Si elle abandonne son état d'âme, il n'y a pas de problème. Oui, mais quoi sert la présence? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était nécessaire? Moi, ce qui m'étonne dans votre communication, on a lu le courrier de M. Saramadi Touré qui a pointé une sorte d'acharnement et de haine que cette dame développerait à l'égard de vous, la mouvance présidentielle. Donnez-nous des preuves concrètes de la haine que cette dame... Vous parlez même de haine viscérale. Expliquez-nous, honorable. Non, vous croyez... tout le monde sait, vous savez, ce pays-là est à la fois grand et petit. Hein, tout le monde se connaît. Ouais. On connaît les positions, on connaît les dispositions, on connaît un peu les états d'esprit. Mais comme je vous dis, en résumé, nous n'avons rien contre son état d'esprit, mais nous sommes inquiets contre son état d'âme actuel depuis son départ du gouvernement. Et nous ne savons pas si... Nous ne sommes pas sûrs si elle peut être au minima impartiale. Ouais. Honorable Amadou Damaro Camara, en direct ce matin chez les GG. Est-ce que vous avez évalué l'état d'âme de ces commissaires qui ont été reçus notamment par le président de la République? Qu'est-ce qui prouve qu'ils n'ont pas aussi une haine viscérale contre l'opposition guinéenne? Mais ils ne l'ont pas prouvé, ils ne l'ont prouvé nulle part, vous savez là. Et cette dame, est-ce qu'elle l'a prouvé? Elle a prouvé qu'elle a une haine contre vous? Si vous sortez ces propos, et elle et son mari, son mari je comprends, lui il est un opposant déclaré qui dit qu'il profiterait de la plus petite occasion pour faire partir ce régime. Il n'exclut aucune possibilité. Donc, l'épouse de ce monsieur, que nous connaissons aussi, qui n'était même pas d'accord qu'il y ait élection, qui n'était même pas d'accord qu'il y ait vote. Et c'est la femme de celui-ci qui vient à la CENI. Ouais. Et donnez-nous quand même la possibilité ou l'autorisation d'être inquiet. Ben oui. Vous avez entendu M. Ba dénoncer l'accord, dénoncer que les élections, il ne devrait pas y avoir des élections. Et c'est sa femme qui vient à la CENI. Bien. Nous avons toutes les raisons de nous inquiéter. Ben oui, c'est tout à fait votre droit aussi, honorable Damaro. Voilà, alors vous ne quittez pas, on va vous reprendre dans un instant, juste après la pause. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse?
Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. On va suivre dans notre émission sous le coup de 10h. On s'intéresse à la HAC ce matin, évidemment avec Joachim Mamba Milimono, donc rapporteur du côté de la HAC. On va revenir longuement en ce qui concerne cette campagne électorale qui démarre très bientôt, donc ici chez nous en Guinée. Quelques messages reçus en direct dans cette émission. Entendre Monsieur Damaro, j'ai l'impression qu'il y a un piège tendu, l'opposition au niveau de la récomposition des conseillers communaux. Donc c'est Alsa qui nous envoie ce message. Un autre message reçu, bonjour Traoré de Kuntia. Vous avez parlé hier de fonds mis à la disposition de nos hôpitaux. Où vont les recettes? C'est la question que le monsieur pose ce matin. Moussa Moïse va revenir longuement là-dessus un peu plus tard dans cette émission. Gabriel nous écrit aussi. On va partir avec Damaro, qui est en direct là, à Bakadialo. Honorable, alors on s'intéresse aussi, au-delà de cet accord, donc dont certains points ont du mal à être mis en œuvre. Il y a que l'Assemblée nationale a voté hier une résolution qui consacre donc le statut de chef de file de l'opposition à Elhadj Cellou Dalein Diallo, donc qui a été officiellement désigné, mais aussi qui définit les avantages qui sont dus à ces statuts. Expliquez-nous. Oui, écoutez, je crois que c'était à l'occasion de la visite du président Hollande. J'étais au paquet quand le président de la République a présenté M. Cellou Dalein Diallo au président français en disant c'est M. Diallo, il a le plus grand nombre de députés. Il est à la tête du principal parti de l'opposition. Et je m'empresse d'introduire une loi pour légiférer sa position. Alors, quelque temps après, l'exécutif nous a envoyé cette loi qui stipulait, je crois, son article 10, doit être désigné chef de file de l'opposition, le parti qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée, dans l'opposition. De toute évidence, c'est l'UFDG qui a 37 députés. Et donc, le président de ce parti est d'office désigné comme chef de file. Mais le bureau de l'Assemblée nationale devrait le formaliser par une résolution. C'est cette résolution que nous avons prise hier. Et ensuite, le chef de file de l'opposition devrait bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Un cabinet réduit, un siège ou un fonds pour l'installation, un petit personnel et un petit budget de fonctionnement. Et nous avons pris aussi une deuxième résolution, comme la loi le veut, tout budget se négocie entre l'initiateur du budget et le ministère en charge des finances. Donc, nous avons annoncé hier qu'il y a cette résolution et le bureau de l'Assemblée va concrètement négocier le volume et la nature de ces avantages. Ça pourrait tourner autour de combien? On parle aussi d'une garde rapprochée. Je n'ai aucune idée de ça. Cela se négociera avec les finances, même notre propre budget, n'importe quel budget. On projette et puis on le rend conforme à la réalité, ce qui est possible. Bien. L'essentiel, c'était d'abord le principe. Oui, mais est-ce que ces avantages que vous avez énumérés, M. Damaro, vont être effectifs, vont être accordés à Elhadj Cellou Dalein Diallo dans l'immédiat ou c'est après la présidentielle? Non, mais comme il sera toujours le chef de file de l'opposition après le 11 octobre, oui, tout à fait. On attend même si c'est lui qui est élu. Mais le nouveau chef de file de l'opposition effectivement, bénéficiera de ses avantages. Bénéficiera des avantages, mais Elhadj Cellou Dalein, c'est mon ami, vous savez. Il sera là encore pour la législature comme chef de file et je ferai tout pour qu'il y ait tous ces avantages. Voilà, honorable Damaro Camara, en direct ce matin chez le GG. Merci beaucoup. Allez. Ouais, peut-être un mot sur cette loi de finances rectificative du budget exercice 2015. Fondamentalement, qu'est-ce qui a changé
honorable? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. D'abord, dans les projections, on a estimé qu'on allait en finir avec Ebola au mois de mars. Malheureusement, jusque maintenant, même s'il n'y a pas de nouveaux cas, mais nous ne sommes pas encore exempts de cette fièvre. Nous avons eu des baisses drastiques dans les recettes douanières, la consommation de carburant aussi, parce que comme corollaire de la baisse des activités économiques, a réduit aussi les taxes sur les produits pétroliers. On s'attendait sur le bloc de bauxite, les 3 blocs de Bofa. Sur des blocs de Bofa, on s'attendait à une rentrée exceptionnelle de plus de 300 millions de dollars qui n'a pas été concrétisée, malgré l'assistance de la communauté internationale pour le processus électoral. L'assistance financière n'a pas autant suivi. L'État était obligé de débourser plus de 200 milliards pour compléter ce budget. Nous avons aujourd'hui le courant dont la distribution et la gestion n'est pas encore à point. Donc, pratiquement, EDG est subventionné par l'État. Tout le monde a les ampoules allumées. On est toujours au forfait. Voici un certain nombre de facteurs qui ont amené le gouvernement à demander à l'Assemblée de réviser à la baisse les projections de la loi initiale qu'on a votée en décembre passé. Alors, voilà un peu l'essence. Est-ce que ça va entraîner des coupes claires dans les budgets qui avaient été annoncés précédemment? Oui, mais c'est ça, quand les recettes baissent, les dépenses doivent baisser, surtout quand le gouvernement a la volonté de ne pas financer ce déficit budgétaire en émettant de l'argent, c'est-à-dire en faisant recours à la planche à billets. Si nous devons rester dans le programme et maintenir les équilibres macroéconomiques avec nos partenaires au développement, notamment les institutions de Bretton Woods, nous sommes obligés de... Mais cette dernière question liée à ce budget, est-ce que ça va toucher, vous avez parlé de baisse des dépenses de l'État, mais est-ce que ça va toucher le budget de souveraineté du chef de l'État? On nous parle d'1 milliard de francs guinéens par jour. Est-ce que ça va entraîner une baisse drastique à ce niveau aussi, honorable Damaro? Il y a eu plus de 50 milliards de coupes dans ce budget. Et je vais vous rectifier. Dans le budget de la présidence? Le budget de la présidence n'est pas budget de souveraineté du président de la République. Alors, il ne faut pas le confondre. C'est le salaire, c'est l'entretien de tous les services qui sont rattachés à la présidence de la République. À l'intérieur, il y a le budget de souveraineté du chef de l'État. J'ai toujours entendu dire pour les non-initiés que le président Alpha Condé a un salaire entre guillemets d'1 milliard par jour. Son budget. Non, le budget de fonctionnement. Son budget le budget de souveraineté, c'est combien par jour? Mais je n'ai pas les chiffres en face, je n'ai pas le boutin, mais il y a eu des coupes dans tous les budgets. Voilà. Alors, franchement et honnêtement, ce matin, en vous posant la question, le président Alpha Condé toucherait combien par mois le salaire du président? Franchement, je ne sais pas. Allez. Monsieur le député, non, mais quand même. C'est décevant. Vous qui êtes censé contrôler l'exécutif. Contrôler. Non, ce n'est pas moi qui gère le budget. Et dans la nomenclature, les salaires des fonctionnaires ne sont pas précisés. Vous êtes le Parlement tout de même. Oui, mais le Parlement, nous avons le budget. Quand on dit le ministère de la Défense à 1000 milliards de budget. Vous voulez qu'on dise là-dedans qu'il y a tel nombre de colonels... Honorable Damaro. Vous devriez connaître quand même le salaire du chef de l'État, le salaire d'un ministre. Mais vous devez le savoir, vous êtes des... Non, mais vous êtes au Parlement. Alors, moi, je vous... Vous êtes nos représentants à l'Assemblée. La dernière fois. Pourquoi vous ne l'avez pas posé la question? Bien. Alors, Lamine. On va voir Alpha Condé dans ce studio, Inch'Allah. Allez-y. Alors, honorable, la loi vous donne également cette possibilité. Nous sommes à la veille de la présidentielle. Vous pouviez quand même demander au chef de l'État de vous faire le bilan de ces 5 années, de vous présenter l'état de la nation. Est-ce que vous allez le faire ou bien ce n'est pas possible?
Nous avons même demandé au ministère des Finances hier que nous avons besoin d'une loi de règlement de l'exécution du budget pendant la session future, c'est-à-dire la session d'octobre. Et en ce moment, on en discutera. Voilà, honorable Damaro, très intéressant ce matin. On va encore vous rappeler un peu plus tard. Il est classé 2e artiste musicien africain le plus influent au monde. Il est actuellement l'artiste qui provoque une frénésie totale lorsqu'il monte sur scène. En Afrique, il est la personnalité la plus recherchée sur les réseaux sociaux Yahoo et YouTube. 4 fois meilleur artiste africain, 2009, 2010, 2011 et 2013. Il a été nommé dans la catégorie Best Soukous Entertainer aux Iramwa Awards aux États-Unis, ainsi que meilleur artiste africain central au Cora. DiCaprio inonde Conakry le vendredi 18 septembre à 20h au Palme Camayen et samedi 19 septembre à 14h sur l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry. Décideurs, commanditaires, associez votre image à ce grand événement de la rentrée. Infoline 00 224 624 625 727 ou le 00 224 655 303 031. Un événement Oudiprod en collaboration avec Alceni Camara Marco.